Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme? Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez ? 12 ans que j'ai la chance de voir mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sages-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes, on écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée. Alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors, voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires. Des true stories. Bienvenue dans Menstru Story. Je vous avoue que c'est avec beaucoup de fierté que je donne la parole à une femme ménopausée dans ce 3e épisode. La ménopause, on en parle très peu, et les femmes aux cheveux gris, on ne les voit plus, voire on ne les entend plus. Et pourtant, 50% de la population passera ce cap un jour. Et vu les symptômes que cette période entraîne, il semble intéressant de les connaître par avance. D'ailleurs, si on se dit que la ménopause c'est généralement à partir de 50 ans, que en plus aujourd'hui dans les plus de cinquantenaires il y a les baby boomers, je vous laisse imaginer que facilement un quart de la population est actuellement ménopausée. J'ai donc le plaisir d'accueillir Sophie Kuhn. Sophie tient le compte Insta Ménopause Story et a écrit le livre Ménopausée et libre, manifeste pour une ménopause réinventée chez Marabout. Avec Sophie, on n'a pas uniquement parlé de ménopause, on a retracé sa vie menstruelle car c'est très intéressant de l'entendre parler de cette dernière avec recul. On a évidemment parlé de ménopause également et c'était très enrichissant. Une petite note avant de vous laisser à l'épisode. Au milieu de ce dernier, je suis désolée, le son est un peu moins bon. Nos micros ne fonctionnaient plus. Je suis désolée et j'espère que ce problème technique ne gâchera pas votre écoute. On s'améliore d'épisode en épisode, c'est promis. Pour revenir à Sophie, c'est une personne pétillante et je la remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tout ce qu'elle nous partage car elle nous montre que la ménopause ne rime pas avec la fin du dynamisme et de la joie. Je vous laisse donc place à l'épisode. Je vous laisse découvrir la Menstru Story de Sophie Kuhn. Bonjour Sophie. Bonjour Charline. Bienvenue dans ce podcast. Écoute, c'est la tradition. Maintenant, bon, j'ai pas encore tourné beaucoup d'épisodes, mais sache que c'est la tradition. Tu n'as pas encore pu écouter les épisodes. Pour commencer cet épisode, cette discussion ensemble, je vais te demander de me donner ton prénom que j'ai déjà donné, ton pronom et 3 adjectifs qui te qualifient, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Sophie, je suis elle, et les 3 adjectifs, je dirais solaire, souriante et curieuse. Solaire, souriante et curieuse. Très bien. Comme ça, au moins, on sait qu'on peut suivre cette conversation en se disant « Ok, on écoute quelqu'un de solaire, curieuse et souriante ». Yes. Pour les personnes qui nous écoutent, elles savent que du coup, tu es souriante. Écoute, tu le sais, le but de cette conversation, c'est un peu qu'on parle de toi à travers le prisme des cycles. Et j'ai envie qu'on remonte au tout début des cycles. Comment c'était tes premières règles? C'était à quel âge? Est-ce que tu savais ce que c'était? Et comment tu l'as vécu? Alors, je savais hyper bien ce que c'était. Ok. Parce que quand ma cousine est née, j'avais 8 ans. Ok. Et à ce moment-là, j'avais suivi la grossesse de ma tante, mais alors gravos, parce que j'étais passionnée par la grossesse. D'accord. Et du coup, ma grand-mère m'avait hyper bien expliqué qu'à un moment donné, j'allais saigner de la zézette et que voilà, j'allais saigner rouge. Donc moi, ça m'avait semblé quand même assez apocalyptique le truc. Je comprends. Voilà, à 8 ans, mais bon, j'étais préparée comme ça. Après, comme j'ai été formée assez jeune,
en effet, ma tante et ma mère étaient carrément en observation de savoir comment j'allais évoluer au niveau de mes seins, au niveau des poils. Elles étaient carrément en faction, je peux le dire. Et j'ai été réglée très jeune, j'étais réglée à 10 ans et demi. Ok, 10 ans et demi, c'est quoi ça? On est en 6e? Ah non, c'était vraiment le dernier jour du CM2, juste avant de rentrer en 6e. Donc en fait, j'avais mal au ventre dans la nuit et le matin, je me suis réveillée et je saignais. Et alors, on t'en avait parlé, mais quand tu vois ça, tu te dis quoi? En fait, je me suis dit, ok, je crois que j'étais assez contente. Ok. Parce que, voilà, il se passait un truc, quoi. Ça y est. Moi, j'ai toujours voulu, maintenant, comme je me rappelle, être femme, etc. Donc, je crois que j'étais relativement contente. Bon, j'avais eu mal, mais les premières règles, ça allait. Et donc, je me souviens plus j'ai dû demander à ma mère des serviettes ou autre chose, un truc comme ça. Ouais, du coup, c'était pas difficile pour toi de lui annoncer, c'était pas un tabou parce que ça avait déjà été dit. Ça n'a pas été difficile. Mais chez moi, dans la tradition, dans ma culture, à ce moment-là, donc moi, je suis juive. Donc, dans la culture juive, le père doit donner une claque à sa fille. Pour lui dire, ça y est, maintenant, c'est le premier jour où tu te rappelleras que ça y est, t'es devenue une femme. Donc, mon père m'a filé une claque. Voilà. Donc, pour que je me rappelle que ça y est, j'entrais dans le clan des meufs, quoi. Donc, c'était un truc, quoi. Moi, je m'attendais à avoir des cadeaux, quoi. Genre, je connaissais pas du tout cette tradition. C'est fou de se dire, aujourd'hui, en 2022, de se dire, tu rentres dans la vie un peu de femme, on peut appeler ça comme ça, communément. Par quelque chose, une claque. Si t'as vu le film Diabolomante, si tu le revois, de Diane Curis, c'est la même tradition, on a la même origine et elle se prend une claque aussi, tu vois, voilà. Donc du coup, mais je savais que la claque allait arriver parce qu'on m'avait prévenu que le jour où j'aurais mes règles, je recevrais une claque. Donc genre, c'est pas comme si d'un coup je m'étais reçu une baigne. Je savais que voilà, c'était le rite de passage. La tradition. Moi, je te dis, je m'attendais à des cadeaux, un truc genre la grosse fête, mais non, pas du tout, c'est la claque. Et alors après, mes règles ont été tout de suite, mais hyper normées. Tous les 28 jours, j'étais réglée. Le truc était un peu comique, c'est que moi, les histoires de serviettes, c'était pas trop mon truc. D'accord. Et j'avais une copine qui était bien plus âgée que moi, avec qui je partais en vacances. Donc, un mois après, elle m'a montré comment mettre les tampons. Ah yes. Du coup, tu te retrouves toute jeune à te familiariser avec 10 ans et demi, les tampons. Ça veut dire que j'étais même pas encore rentrée en 6e, j'avais déjà les tampons. Voilà. Donc ça, c'est mes premières règles. Ok. Et tu dirais que finalement, pendant ton adolescence, donc collège, lycée, c'était quoi pour toi avoir ces règles? Ça y est, ok, maintenant je suis rentrée dans ce monde-là. Alors, une angoisse à plein de niveaux. Déjà, très douloureuse. J'avais des règles extrêmement douloureuses et abondantes, donc j'avais peur de me tacher en permanence. Donc ça, c'était déjà la galère. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des copines qui sont tombées enceintes très jeunes. Et quand je parle très jeune, c'est au collège. Et il y en a une qui a gardé le bébé, même deux. Ça marque. Ça marque. Donc du coup, tu te dis waouh. Après, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que maintenant je sais ce que c'est qu'être une femme. Je sais que je peux tomber enceinte. Et de toute façon, on me le disait en permanence. Il faut que tu fasses attention parce que donc tu peux pas coucher parce que si tu couches déjà t'es une traînée et deux, tu peux tomber enceinte. Donc la galère. Donc ça a plutôt été associé à ça finalement. Je ne sais pas qui ce bruit. Moi non plus. C'est pas grave. Si vous entendez des bruits, désolé. C'est pas grave. Ils doivent faire des petits travaux sans doute. Tout à fait. Voilà. Ouais, et juste, est-ce que ça veut dire que quand tu étais jeune, pour toi, être une femme, c'était finalement être réglée, fertile? Tu vois? Ça, je peux bien répondre parce que j'ai pas mal de souvenirs. Quand j'étais toute petite, je m'imaginais pas que être une femme, c'était être réglée. En revanche, je voyais bien que c'était avoir un corps qui se forme et avoir des bébés. Donc fertile, oui. Les règles, forcément à 6-7 ans. Tu sais, je me souviens que j'avais reçu une encyclopédie comment on fait les bébés. J'ai eu ma sœur à 5 ans, ma petite sœur et après mon frère pratiquement à 10. Je me rappelle que j'avais reçu cette encyclopédie et ça, je me souviens pas que ça parlait des règles. Ça parlait vraiment du moment où tu fais la maman tombe enceinte, comment se passe la grossesse et comment elle accouche et comment le bébé arrive. Et ça, j'étais complètement fascinée par ça. Mais il y avait pas les règles dans le périmètre. Donc du coup, j'étais pas du tout en mode ok, ça va se passer par des règles. Le cycle, ça me disait rien. Et tu disais que tes règles étaient très douloureuses. Et du coup, tu en as parlé à tes parents? Ah bah oui, j'en ai parlé à ma mère. Du coup, j'étais chez gynécologue. Donc j'ai eu tous les traitements, j'ai plein de traitements. À cette époque, on parlait pas ni d'adénomiose, ni d'endométriose. Donc, du coup, je sais que j'avais du Ponstier, j'avais plein de trucs, etc. Et entre copines. Pardon, je te coupe. Quand tu dis à cette époque, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas parlé de ton âge, mais c'est le moment où, j'avoue que
en tant que sage-femme, je me permets de poser la question aux femmes que je rencontre, de quel âge as-tu? Et du coup, à cette époque, c'est-à-dire en quelle année? Alors, j'arrive à le dire parce que c'est tout jeune, c'est de la semaine dernière, j'ai 54 ans. Quand je dis ça, c'est que, en fait, je te remercie, mais ça me semble tellement dingue, hein, puisque j'ai encore l'impression d'en avoir 35, que quand je dis ce chiffre, j'ai même pas l'impression qu'il me correspond. J'hallucine total. Donc, et quand je retourne à cette époque-là, c'est dans les années, 83, 84, 85, okay. Tu vois. Donc, à cette époque-là, c'est vrai que plutôt au lycée, on en parlait pas mal avec les copines parce qu'on avait des règles douloureuses. Okay. Donc, c'était savoir quel était le traitement qui marchait mieux. Après, on avait trouvé un truc assez super. Mine de rien, comme on avait des règles douloureuses, c'était la super occasion pour avoir la pilule. Oui. Donc, du coup, j'ai eu la pilule à 17 ans et d'autant que j'avais de l'acné, donc j'ai réussi à avoir la pilule à 17 ans. Au motif que j'avais des règles douloureuses, de l'acné. Donc du coup, en réalité, si je peux avoir une contraception, ça me va bien. C'est pas mal. Hein. Voilà, donc c'était un peu une manière un peu détournée de choper la contraception, quoi. Ouais, voilà. Et toi qui, du coup, a eu tes règles jeunes, comment t'as vécu ce corps qui change finalement? On est quand même très jeune et le corps devient très vite. C'était assez compliqué, parce que en fait, on me donnait 50 plus. Ouais, parfois même plus. Oui, et quand tu as 10 ans, en fait, te donner 5 à 6 ans de plus, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. En fait, c'est plus la même vie, c'est plus les mêmes intentions. Rien du tout. Et du coup, c'est hyper violent. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça t'arrivait de marcher dans la rue et d'être dragué par des mecs de 16 ans, 20 ans Oui, bien sûr. Même plus. Bah ouais. Ouais, donc tu comprends pas trop. Ouais, c'est chaud quand même. Donc, c'est compliqué, ouais. Et puis voilà, contraception, etc. Tu dirais que un peu toute la, je sais pas, toute la suite, j'allais dire, du cycle. Donc, tu as eu ta contraception. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de presque une caractéristique neutre? Voilà, je suis réglée, mais en vrai, ça te soulageait, la contraception? Des douleurs? Non. Ok. Et ensuite, il y a une chose aussi qui est super intéressante. Les questions, je me les pose maintenant. Oui. Et oui, et je me suis pas posée à ce moment-là. Le cycle, je l'ai pas compris. Parce qu'à l'époque, et d'ailleurs, je me souviens pas du tout qu'on l'ait appris en cours, ou alors peut-être quand on était en 4e, 3e, le cycle était expliqué sous le prisme de transmettre la vie. Donc, c'était toujours les modes, température, etc. On nous explique pas du tout l'hormone à ce moment-là. Okay. On savait pas du tout vraiment ce qui se passait. C'était quelque chose de très factuel. La température, voilà comment ça se passe, voilà ci, voilà ça. On nous disait que les règles étaient de manière générale pas douloureuses. Voilà, que si elles étaient douloureuses, c'était dans de rares cas qu'il fallait aller voir le médecin. Ok, en tout cas, on me disait ça. On le disait quand même. Okay. Mais c'était quand même, voilà. Donc, en fait, le cycle, moi, je comprenais que dalle, quoi, parce que je me disais, bon, entre la phase folliculaire, la phase lutéale, c'est maintenant que je l'ai appris, mais je comprenais pas mon corps. Tu le comprenais pas parce que tu voyais bien qu'il y avait des choses qui changeaient selon les moments du mois, mais tu n'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. Je pense que non, je le savais pas. C'est-à-dire que je voyais bien que, et encore non, j'observais pas trop, j'étais pas vraiment à l'écoute. Mais est-ce que c'était grave? Oui, je pense qu'en fait, aujourd'hui, le conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est de comprendre le cycle. Parce que selon les moments du cycle, tu peux être plus fatiguée, plus irritable, au contraire, être plus en forme, etc. Et que comprendre ton cycle, quelque part, pour moi, je trouve que c'est de l'empowerment. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, donc, je suis une convaincue. Voilà, donc du coup, oui, je pense qu'en fait, ça aurait été carrément canon qui nous explique le cycle normalement. C'est-à-dire, voilà, qui nous sommes, comment ça se passe, comment nous sommes pas assujettis, c'est pas le système, mais comment on vit l'hormone, en fait, voilà, le jeu en fonction du jeu des hormones, et c'est super important. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, je te demande si est-ce que c'est grave de pas savoir, parce que bon, je pense que tout le monde est différent et que parfois en fait, c'est ok, tu vois, si juste tu te dis, en fait, voilà, j'étais une nana avec ses règles, j'ai bien toléré la pilule, et puis quand j'ai voulu avoir des enfants, j'ai eu des enfants, puis j'ai repris la pilule. Enfin, tu vois, un peu le truc classique. Ouais, non, ça s'est pas passé. Ouais. Non, moi je pense que j'aurais vraiment, parce que j'avais des règles vraiment très douloureuses, et que j'aurais vraiment aimé savoir, j'aurais vraiment aimé être accompagnée, j'aurais aimé comprendre mon corps. Et à un moment donné, tu as eu l'occasion de savoir pourquoi tes règles étaient douloureuses? Je l'ai su très tard. Je l'ai su quand on m'a fait mon curetage pour me placer. Et après, j'ai été placée en ménopause artificielle. Et c'est là où j'ai vu que j'avais de la dénomiose. Un curetage dans quel contexte? En fait, j'avais des règles, des règles très très abondantes et qui ne s'arrêtaient pas du tout, du tout. Donc on a commencé à me mettre sous Lutéran, Luténil, ça fonctionnait pas.
Donc là, on a cureté pour faire en sorte, puisque c'est l'endomètre qui était trop épais. De toute façon, on soupçonnait un cancer de l'endomètre. Donc du coup, il fallait voir effectivement s'il y avait un cancer de l'endomètre. Donc là, curetage pour faire en sorte aussi que les saignements s'arrêtent. Donc heureusement, à la biopsie, en effet, on a vu que j'avais pas de cancer. En revanche, que j'avais une adénomiose. Et ensuite, comme j'ai continué à saigner, même malgré le curetage, on m'a placée en ménopause artificielle. Suite à ça, j'ai continué à saigner aussi sous ménopause artificielle. Donc le corps vraiment qui était là, motivé. Ok, I want to bloat. Voilà. Et puis finalement, ça s'est arrêté à un moment. Normalement, j'aurais dû avoir l'hystérectomie que je n'ai pas eu. Donc c'est arrivé jusque vraiment extrême limite. Mais tout ça me fait vraiment comprendre que oui, là j'étais complètement crevée dans un état. Et c'était à quel âge ça? Là j'avais 47. Ouais. Donc là c'était vraiment un moment assez compliqué. Bon, là je t'ai fait un méga jump, mais pour en revenir au ce moment où j'ai eu mes règles, voilà, ce moment où il y a eu la contraception, et puis ensuite voilà tout un tas de un nombre d'années, puisque j'étais maman à 38 ans et demi, j'ai pris mon temps. Ouais, je vivais plus ou moins bien. Ouais. C'était pas évident, ces douleurs. Et même au sein d'une relation de couple, c'est quelque chose qui pouvait être entendu, tes douleurs? Oui, parce que de toute façon, c'était pas forcément les douleurs, mais c'était l'humeur de chien. Je pense que c'est vraiment quand j'ai rencontré mon mari qui lui remarquait que à chaque fois que j'arrivais un jour ou deux avant les règles, j'étais au bord du suicide. C'est lui qui me disait ah, laisse tomber, tu vas avoir tes règles. Moi je disais mais non, mais t'as rien compris, c'est super grave, tout va s'écrouler. Je comprends tellement. Non, je sais que je vais t'avoir mes règles, mais cette fois-ci c'est différent. Mais ça n'a rien à voir. Et tu parles le lendemain matin, c'était la totale. Donc là j'étais ah ouais non mais alors quand même il se passe un truc. Je suis désolée. Tu vois, non je lui disais pas. Non, j'étais là, tu sais, je faisais genre. Maintenant que j'ai dormi. Oui, alors effectivement, j'ai raison gardée. Je vois parfaitement. C'est drôle du coup que ce soit lui qui observe et qui se dise bon, ok, en fait, mais c'est hyper. Alors c'est mignon parce que lui avait observé ça chez sa mère. Ah yes. Et c'est ça qui était canon. Donc en fait, ils avaient observé ça chez sa mère, donc son papa et sa petite sœur. Après, il avait dû observer ça chez sa sœur aussi. Donc du coup, forcément, il avait cette connaissance de l'hormone. Mais en fait, c'est tellement précieux que pas uniquement les personnes qui ont leurs règles comprennent comment ça fonctionne, vu que nous sommes des êtres interdépendants. C'est toujours intéressant quand on passe sa vie ou même dans les relations amicales et finalement même dans les relations. Alors, on n'est pas obligé de mettre notre calendrier menstruel dans notre bureau professionnel, mais en soi, je trouve que si dans le monde professionnel, on avait également plus conscience de tout ça, C'est pour ça que je te dis, au niveau de l'empowerment, quand tu sais ça, tu sais par exemple qu'en fonction du moment du cycle où tu prends des rendez-vous importants, tu dois dealer un truc hyper important avec ton banquier. Tu vas pas quand t'es en SPM. C'est pas le moment parce que là déjà t'es non, j'ai eu un bilan pourri, mais de toute façon ça va être. En fait, tu vois, il y a un moment. Non, tu vas quand t'es genre en phase up, genre les cheveux pas possible, voilà quoi. Il y a un rapport. Je suis en train de te parler des cheveux, puis j'allais parler des seins aussi, qui est vraiment important. C'est quand j'ai eu parfois changé de pilule, etc. aussi, et c'est le rapport au sein, la douleur mammaire. Où je me souviens d'un moment où on m'effleurait, j'avais super mal, mais même dans le métro, tu vois. C'est quelqu'un qui passait et j'étais là, mon Dieu, mais c'est l'agression pas possible. Et une fois où j'ai eu changé de pilule aussi et où là j'avais l'impression d'être devenue Pamela Anderson. J'avais des boobs mais folie pure quoi, vraiment remontées et tout. C'était super beau, mais en même temps super douloureux. Et puis, une semaine ou deux après, genre, pic dépressif total. Ah oui, ok. Je croyais que t'allais parler de descente, genre la fluctuation du volume. Aucun rapport. Non, les seins étaient bien, tu vois. Mais moral à zéro. Alors, moral à zéro. Et là, je me suis dit, mais c'est ok. Et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment apprendre aux femmes. C'est le rôle de l'hormone au niveau physique et au niveau psychique. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne donnes pas ça aux femmes, en fait... il y a une énorme partie d'elles-mêmes qu'elles comprennent pas. Mais de ouf. Et tu dirais que à part tes douleurs, du coup, la contraception, t'as dû la changer plusieurs fois. Oui. Parce que justement, t'arrivais pas à trouver celle qui, entre guillemets, répondait à toutes tes attentes, quoi. Et ça me soulage au niveau des douleurs, mais en même temps, j'ai pas envie de me suicider. Voilà, voilà, c'est ça. Alors,
pour rien te cacher, il y a longtemps, je l'ai pas prise. J'avais pas, pendant un moment, j'avais pas de partenaire régulier. Ouais. J'avais un partenaire que je voyais pas forcément, voilà, régulièrement. Ouais. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi prendre la pilule, etc. On se débrouillera, et je me suis débrouillée longtemps parce que j'avais plutôt envie de mettre mon corps au repos quelque part, vu que j'étais pas soulagée forcément par la contraception. J'ai commencé à prendre une contraception très régulière quand j'ai rencontré mon mari, bien entendu. Contraception que j'ai arrêtée pour la grossesse et que j'ai reprise directement derrière. Mais sinon, pareil, quand j'allais chez le gynécologue et que le gynécologue m'expliquait quel type de contraception pouvait me correspondre en fonction de savoir si elle était progestative ou pas. Enfin, typiquement, je comprenais rien. Hein. Vu que j'avais pas compris les cycles, je comprenais pas effectivement la progestérone, l'œstrogène, enfin tout ça, c'était. Mais parce qu'on nous l'avait pas appris du tout. Donc j'étais oui, bien sûr, bien sûr. Je savais qu'il fallait la prendre à telle heure. Ça, c'était aussi encore une charge mentale, parce que l'angoisse, si jamais tu l'oublies. Ça, c'était l'enfer. Du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la contraception. J'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas gonflé, j'ai pas pris de poids, j'ai rien eu pas de maux de crâne, rien du tout. Si ce n'est que j'avais vraiment, après, une contraception microdosée et que j'avais des saignements intempestifs, en fonction aussi de si je l'oubliais à 1 heure ou pas. Voilà. Ou pas. Donc, je dirais globalement, ce chemin des règles n'a pas été... ça a été quand même pas mal d'angoisse, enfin une charge. Quoi. Ouais, je sens une charge tout le temps en fond, un truc, c'est vraiment la définition de la charge mentale, quoi. Ce truc en toile de fond où en vrai tu te dis, c'est pas 100% parfait, il y a toujours un truc, mais est-ce que là j'ai envie d'y réfléchir ou pas, et ça reste tout le temps. Ouais, en fait ça reste tout le temps. Moi je me dis idéalement, ce qui aurait été génial, c'est qu'on puisse clipper les règles au moment où tu vas avoir un enfant, déclipper. Le top. Ça, je pense que tout le monde voterait pour. Mais le top, franchement. Parce qu'en revanche, quand je suis tombée enceinte et que j'ai pas eu mes règles pendant 9 mois, non, c'était le bonheur. Là, je me suis dit, pourquoi est-on obligé d'avoir ces règles, en fait? Ouais, tous les mois pour quelques grossesses dans la vie, peut-être. Pour tenter, parce que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, elles, en plus, tu vois l'utilité du truc. Exactement. Et je vais revenir sur le projet de parentalité après, mais juste, est-ce que tu avais trouvé des choses qui fonctionnaient pour toi contre les douleurs de règles? Comment tu faisais pour les tolérer et, j'allais dire, ne pas être trop handicapée dans ta vie? Je me souviens que j'avais eu un médicament quand j'étais plus jeune, je pense que c'était le Ponstil. Mais après, il y avait un truc, et malheureusement, je ne me rappelle plus, ça commençait par A, je me souviens plus, mais... Enfin, sans forcément donner des noms de médicaments, ouais, un médicament, des médicaments et après, c'était tous les Spédifène, un truc comme ça, et j'ai rien trouvé d'autre. À l'époque, j'avais pas eu l'idée d'aller chercher sur toutes les voies naturelles. Ouais. C'est vrai que c'est des choses qui se développent beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas. Donc non, en fait, on prenait notre mal en patience, on avait mal, et puis voilà. Ça t'a déjà gêné dans le cadre pro? Ah ouais. Ouais, parce que quand t'es vraiment plié en deux, moi je me souviens quand j'avais 17 ans et tout, j'avais carrément les lèvres bleues. Non, j'étais carrément mal, hein, donc heureusement je m'étais dit, quand j'ai eu le bac, j'ai passé le bac, j'avais pas mes règles. C'est fou de se dire ça. Ah non, là c'était plié, vraiment plié en deux, hein, ouais, donc... Vraiment handicapante. Tu dis du coup, tu as eu un enfant à 38 ans. Qu'est-ce que c'est? Parce que quand même, aujourd'hui, on est un peu plus ouvert sur les différents choix de maternité, de choisir d'être mère ou pas, peu importe l'âge. Je pense que c'est quand même des choses qu'on aborde depuis très peu. Très peu de temps. Très peu de temps. Ouais, et du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été confrontée, je sais pas, des remarques, des questions? Dès le démarrage. Ouais, dès le démarrage. La gynéco, j'avais été voir 1 an avant. Voilà, pour faire un peu l'état des lieux, etc. Oui, parce que quand j'ai eu 30 ans, en fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Effectivement, j'avais ces règles douloureuses, etc. Le gynéco m'a envoyé faire des échographies, une échographie, pour voir un peu ce qui se passait. Et là, en fait, on a découvert que j'avais des fibromes qui commençaient à s'installer. Et là, l'échographe m'a dit, bon, écoutez, vous, dans votre cas, je vais vous dire, je ne sais pas combien de temps vous pourrez avoir des enfants, parce que visiblement, vous avez un vieillissement du tissu utérin prématuré. Faut vous dépêcher. Donc le jour, parce que je peux rien garantir, hein. Ça peut d'un coup, ouais. Donc ok, donc
Ok, c'est très bien. Ok, je vais enfanter demain. Voilà. 30 ans, hein, c'est facile. Voilà, bon, voilà, j'avais pas encore rencontré mon mari. Ouais. Non, du coup, moi, j'étais plutôt dans l'état d'esprit que j'aurais pas d'enfant. Okay. Hein, parce que je suis sortie de là en me disant, ok, c'est bon, de toute façon, je vais pas aller avec la première personne. Enfin, je veux dire, ça, là aussi, c'est pareil. Là, t'as l'histoire de l'horloge biologique, la charge, et tout de suite, dis bon, moi, tout de suite, c'était terminé, j'en aurais pas. Je rencontre mon mari, donc du coup, forcément, ben voilà. Non, mais attends, mais tu le vis comment de te dire j'aurais pas d'enfant? Est-ce que pour toi c'était en mode bah c'est ok en fait? Non, c'était pas forcément ok, mais c'était. Je savais que je voulais pas faire un enfant seul. Ouais. Je savais que je voulais pas faire un enfant pressé. Enfin, tu vois, que je voulais vraiment être bien et que je voulais vraiment accueillir un enfant dans le cadre qui me semblait idéal. Ça ou rien, quoi. Voilà. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas. Hein? Ok. Voilà. Bon. Non, ça a été honnêtement beaucoup de nuits où j'ai pleuré, quoi. Je me suis dit, bon, bah, j'aurais pas d'enfant. Après, je m'étais dit, bon, bah, je ferai plein d'autres choses, et puis voilà, quoi. Et est-ce que dans ton entourage, c'était des questions qu'on pouvait te poser parfois? Bah, t'y penses pas parfois? Bah, quand même. Ah, si, tout le temps. Même avant, oui, depuis mes 20 ans, etc. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu fais des enfants? Bon, moi, j'étais pas, je voulais pas d'enfants jeunes. Déjà, j'étais pas persuadée, de vouloir beaucoup d'enfants. J'étais même pas si persuadée, entre guillemets, de vouloir un enfant, en ce sens où j'avais une telle représentation idéale de la chose que je voulais pouvoir être mère, vraiment être là, vraiment, en même temps pouvoir bosser, en même temps tout. Donc je m'étais dit, bon, ça me semble être l'équation compliquée. Je voulais avoir rencontré la bonne personne aussi, donc je m'étais vraiment fixé un idéal, je dirais. Donc, ouais, c'était pas si simple, cette question-là. Et je rencontre mon mari. Et là, très vite, en fait, on se dit, ça semble une évidence qu'on veut faire un enfant. Donc, résultat, je vais voir cette gynécologue, etc., qui me dit, ouh là là, mais vous, 37 ans et demi, 37 ans, c'est sûr, vous tomberez pas enceinte avant au minimum 1 an. Ok. Hein, vu votre âge. T'as pris un cycle? Ah bah ouais, enfin 4 mois après, c'était fait, tranquillou. Donc du coup, là, je retourne la voir. J'ai tellement d'histoires comme ça, si tu savais. Hein, c'est dingue. En fait, le truc, c'est que j'ai pas mal de patientes à qui on a tellement dit que c'était compliqué qu'elles arrêtent leur contraception presque 2 ans avant le désir, en se disant, comme ça, on y va sans pression. Elles viennent toutes au bout de 1 à 3 cycles. C'est ça. En se disant, ok, en fait, d'un côté, je suis très contente, mais il y a une ambivalence extrême parce que je suis pas prête. Exactement. Et c'est fou de se dire que en vrai, bah tant qu'on y va sans filer, la possibilité d'une grossesse existe. Bah oui. Donc voilà. Et toi, pour le coup, c'est arrivé rapidement et tu t'es dit waouh, en fait, un peu flippant parce que non, moi j'étais trop contente. Tout de suite là, j'avais l'impression d'être, tu sais, c'était en haut de l'Empire State Building. Non, là. Le bonheur total. En plus, ça c'est drôle parce que j'étais persuadée que j'étais enceinte d'un garçon dès le démarrage. Ok. Je savais. Enfin, c'était le truc. J'étais warrior, quoi, tu vois. C'était vraiment incroyable. Très bien. Donc, du coup, je me souviens très bien d'être descendue voir mon médecin généraliste. Elle était au courant, en lui disant... parce que j'ai fait un test de grossesse, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle m'a dit, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu ailles tout de suite à la maternité pour prendre une place, quoi. Maintenant, tu téléphones. Donc, j'avais déjà pris la place à la maternité sans avoir prévenu mon mari, parce que je voulais lui faire la surprise le soir. Je voulais lui faire la surprise au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois, en fait, tu vas être papa. Enfin là, il se serait rendu compte. Grossi. Il s'est passé un truc quand même. Et puis j'ai des boobs, c'est pas possible cette fois-ci. Bon, plus de règles, mais voilà. Et voilà. Et bon, en même temps, oui, c'est ambivalent parce que c'est quand même vachement compliqué. Hein. Quand t'es enceinte, tu te dis, ok, mais après, est-ce que je vais être à la hauteur? Comment est-ce que je vais pouvoir l'accueillir? Enfin, tu te poses quand même plein de questions. C'est difficile. Et puis j'ai eu un début de grossesse avec des hémorragies, donc compliqué. Et une fin. Les saignements, c'est. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. C'est super bizarre. C'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui exprime le corps? Enfin, ça, voilà. Et pareil, là, les saignements sont arrêtés et une fin de grossesse assez compliquée, puisque j'ai fait un HELLP syndrome. Donc, là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est la forme supérieure de la prééclampsie. C'est ce moment où ça devient une urgence et pour la mère et pour l'enfant de faire naître cet enfant, parce qu'en fait, la grossesse commence à avoir un impact sur tes facteurs au niveau du foie, du rein, etc. Et en fait, ça peut même, dans certains cas,
provoquer des crises convulsives dangereuses pour la mère et pour l'enfant. Du coup, j'imagine que tu as été prise en charge en urgence. Avec code rouge. Ouais. Voilà. Donc, césarienne, code rouge. Et tu l'as vécu comment? Ben, écoute, césarienne en anesthésie générale, code rouge, compliqué. Ouais. Là, vraiment compliqué. Tu savais que c'était une possibilité? Tu avais déjà entendu parler des césariennes en anesthésie générale? Oui, déjà mon frère et ma sœur sont nés en césarienne anesthésie générale, donc oui, ça je le savais, mais c'était en 74 et 78. Ouais. Après, oui, bien sûr, c'est une possibilité, oui, évidemment. Mais malgré tout, tu as beau savoir quand tu le vis. Bah, c'est qu'en fait, le truc, c'est que moi, je m'étais toujours dit, déjà, j'avais pas imaginé, il y a des trucs assez rigolos quand même sur cette histoire, c'est que je m'étais pas. Alors, j'ai séché les cours d'accouchement sans douleur. Ok. Enfin, tu sais, les cours de préparation à l'accouchement. Parce que comme je suis à mon compte, je bossais comme une tarée. Ouais. Donc, j'étais là, bon, de toute façon, le jour venu, je saurai accoucher, c'est pas grave, c'est de la foutaise, enfin, gros. Donc, en gros, je m'étais pas prise en charge à ce niveau-là. Mais n'empêche que quand on est venu, parce qu'ils ont quand même essayé de me faire accoucher en déclenchant au démarrage, avant que ça plonge. Ça peut aller vite. Ils ont essayé. Ouais. Et là, en fait, je les ai vus et j'étais prise de panique, tu sais, un peu comme la gamine en leur disant mais vous êtes malade, j'ai pas préparé les cours, je peux pas y aller, genre. Et là, ils m'ont dit vous inquiétez pas, on vous expliquera tout, vous y arriverez. Depuis des millénaires, les familles arrivent, donc y a pas de problème. Et là, j'ai eu un moment de panique. Après, j'avais toujours dit que l'accouchement, enfin la naissance, pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre et qu'on peut rien prévoir. Alors, toutes les copines qui étaient autour, qui faisaient leur projet de naissance et tout, moi, j'avais pas, enfin, oui, j'avais un projet. En fait, c'est que j'avais préparé la tenue. J'avais demandé à ma mère et à mon beau-père de préparer la tenue. On avait préparé la tenue de bienvenue à plusieurs. Okay. Ça, c'était le projet pour que, voilà, ils puissent être accueillis dans le monde par tous les gens. Voilà. Et bon, évidemment, ça s'est pas passé comme ça puisque je dormais, donc mon mec savait rien du tout. Il a pris les premiers trucs dans la valoche, je sais plus rien. Donc, quand je l'ai vu habillée, je savais n'importe quoi. Mais le don de la famille, là, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ce truc? Non, enfin, j'ai pas dit ça parce que j'étais stone, mais... C'est quoi C'est quoi ce bonnet qui était le bonnet de la mater? Parce que, évidemment, il a pas trouvé le bonnet, quoi. Oui. Donc, c'était le bonnet jaune de la mater. Mais, ouais, j'avais quand même la conscience vraiment que j'avais pas d'attente. Et aussi, j'avais fait un rêve, quand j'étais enceinte de 5 mois, où je rêvais que j'allais effectivement être endormie et que j'aurais pas le temps de me préparer. Incroyable. Et qu'il allait arriver comme ça, qu'on aurait juste le temps d'appeler mon mari et qu'il allait arriver comme une flèche. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Fou. Donc du coup, c'était... Ouais. Alors, est-ce que j'avais peur d'accoucher par voie basse? Je sais, ça c'est pareil, c'est un mystère. Mais n'empêche que ce qui a été très très dur, c'est que c'est l'urgence, c'est le code rouge. Et le code rouge à vivre, honnêtement, moi j'avais l'impression que j'allais y rester. Hein. Ouais. Je pensais que c'était fini pour moi. Hein. Donc, et d'ailleurs, on te le fait bien sentir que... On y va quoi, là c'est on y va parce que là, même pas 2 minutes. Hein, je veux dire, tu peux basculer d'un moment à l'autre. Et là, tu te dis merde. Et là, il y a toute la culpabilité parce que, comme je dis, je bosse comme une tarée. Donc, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention à mon bébé. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Est-ce que c'est de ma faute? C'est de ma faute. On t'a dit que non. Alors, on m'a dit que non, mais j'ai été accouchée en plus. Ils ont appelé le grand professeur pour venir tout de suite, que j'ai vu 2 mois après, qui m'a dit que c'était une question de surpoids. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut pas dire à quelqu'un qui fait un HELP, vous avez fait un HELP à cause d'eux. Tu vois, même s'il y a des personnes qui ont des facteurs de risque, en fait, c'est bête, mais la primiparité est un facteur de risque. Alors, est-ce qu'on va dire à quelqu'un, en même temps, c'était votre premier enfant, donc c'est de votre faute? Enfin, tu vois, c'est la différence entre un facteur de risque et une cause, en fait. Voilà, donc j'étais là, c'est dur. Ouais, c'était dur. Ouais, je suis sortie de là en me disant... Après, je suis sortie de là en me disant pas de 2e enfant. Parce que c'est sûr que, en étant à mon compte, déjà, je me suis dit, purée, alors, je l'ai eu à 37 semaines, sans aménorrhée. Miracle. Et il est arrivé 3 kilos, 50 cm. Miracle. Ouais. Donc, je me dis, ok, j'ai un miracle. Je vais pas en chercher un 2e. Hein. Ouais. 2, je vais pas risquer de devoir accoucher comme ça à 20 semaines, de passer une grossesse allongée sur le côté gauche tout le long. Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment eu conscience d'un miracle. De l'avoir eu, ouais, c'est quelque chose de très fort. Hein. Parce que tu te dis... c'était un enfant déjà qui a été attendu. À 30 ans, on m'a déjà mis une réserve.
À 38, on te dit ouais, bon, bah voilà, enfin voilà ce qui se passe. Là, tu te dis ok, bon, ben, je l'ai, je le tiens. Ouais. Et c'est tout, quand on et joue c'est tout. pas. Non. Ouais. Non, 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 non. Et voilà, j'en ai eu un et c'est. Et tu t'es trouvé, enfin, du coup, mis à part cette remarque extrêmement culpabilisante du gynéco, tu t'es trouvé, je sais pas, accompagnée dans les suites de cette naissance? Non, Est-ce qu'on pas a du mis des tout. mots? Est-ce qu'on t'a demandé comment t'allais? Non, d'ailleurs, c'était même assez troublant parce qu'à l'hôpital, alors il est né en plus au mois de mai, donc au moment où il y a les pics de naissance, la deuxième nuit, parce que la chef sage-femme avait mis sur mon dossier, surtout qu'il fallait me laisser dormir, Ok. parce que vraiment, c'était, voilà. Et la nana qui gérait la nuit, elle avait dit que non, parce qu'en fait, en gros, c'est que je refusais d'être mère. Enfin, il fallait que j'apprenne à être mère et à gérer mon gamin la nuit. Donc, elle me le laissait la nuit. Moi, j'étais, mais aussi bien. Donc, 3 jours après, j'ai fait un pic de tension. Je suis montée à 24,8. Et là, le monitoring était... là, toute l'équipe est arrivée. Ils ont ils ont alerté tout le monde en me disant faut arrêter parce qu'on va la perdre. Enfin, là, voilà. Et non, je me suis pas sentie accompagnée, si ce n'est par cette super sage-femme. Mais on m'a pas expliqué. J'ai rien compris. Hein, donc, même après. J'allais te demander, du coup, est-ce que genre, aujourd'hui, tu arrives finalement à mettre des mots? Est-ce qu'il reste des flous, ou juste de par, je sais pas, tes recherches personnelles, des témoignages, Oui, j'ai témoigné déjà. Ouais. J'ai témoigné, donc en ayant témoigné, j'ai reçu des témoignages. Ouais. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est assez commun chez toutes les femmes qui ont vécu ça. Le ressenti est commun. Okay. On a à peu près toutes le même ressenti. Ça me laisse quand même beaucoup de larmes. Ouais. Je dirais pas des larmes de la naissance pas idéales, etc. Parce qu'à partir du moment où j'ai mon enfant, enfin, je veux dire, pour moi, c'est idéal. Je veux dire. Mais la peur, l'angoisse de le perdre, parce que lui, il avait le cœur qui commençait à ralentir, et moi, de plus être là. Enfin, donc c'est une angoisse. En même temps, la vie et la mort, au même moment, c'est assez dur, quand même. Ouais, c'est ça, en fait, se dire, comme tu dis, quoi, se dire, en fait, là, je vais y passer, et les yeux des personnes qui m'entourent n'ont pas l'air de me dire l'inverse. Non. C'est sûr que c'est traumatisant. Quand tu vois qu'ils appellent en urgence le big boss qui se pointe et qui dit ok, là, le mari vous dégagez, là on file, on n'a pas le temps, tu vois, il me dépose, bim, il m'ouvre parce qu'ils avaient fait la péridurale, et là je leur dis j'ai un peu, parce que moi j'ai du mal à m'endormir. Donc c'était pas grave, hein. Ils pouvaient m'ouvrir les entrailles, même j'en avais rien à foutre. Hein. Et donc là, ils m'ont dit non, bon, écoutez, on vous endort tout de suite. Et puis là, 1 minute après, enfin même pas, hein, tu vois, c'est le temps qu'ils t'endorment, tu pars au paradis, hein, si je puis dire. Donc en fait, tu pars. Ouais. Donc c'est ça qui est troublant. Tu sais, tu pars sur une image d'extrême urgence. Et tu te réveilles dans une salle de réveil, sous monitoring, avec tout le monde qui passe et tout. Et tu te dis, putain... Et tu vois ton bébé dans les bras de ton mari, tu te dis, oh là, waouh. Et c'est pas rien soulager, parce que tu sais, en fait, là, tu emploies deux fois le terme partir, tu vois. J'avais peur de mourir, de partir, et en même temps, tu sens que tu pars. Donc, t'es dans. Enfin, ça doit être très effrayant. T'es dans un truc. Je me souviens, mon père est décédé. Avant de partir, en fait, je priais mon père et j'ai dit, écoute, s'il y a une personne que tu dois laisser en vie, c'est mon fils, parce qu'il lui, moi, j'ai fait 38 ans de vie. Lui, il doit démarrer, tant pis. Enfin, c'est fou d'avoir des pensées avant de partir. Tu dirais que cette naissance... Attends, j'allais poser une question, mais... Non, tu dirais que cette naissance a impacté la relation que tu as aujourd'hui avec ton fils, mais j'imagine que forcément que oui, mais plutôt la question, ce serait dans quelle mesure? Je pense que j'ai été une mère beaucoup trop couveuse, quoi. Enfin, trop... Déjà, c'est clair, et ça continue. Non, mais ça continue. C'est-à-dire que là, il a 15 ans et demi. S'il voit ça, il va dire ça, j'en peux plus. De toute façon, il le dit. Mais d'abord, j'ai été ébahie très longtemps de sa perfection, entre guillemets, enfin, d'avoir mis au monde un enfant. Un être. Voilà. Là, maintenant, il est grand et je le regarde, et parfois, il a encore la petite tête de bébé, malgré tout. Enfin, tu vois, même les mains et tout. Et je le regarde, je fais waouh. Enfin, c'est fou. C'est toi qui as créé ça. Voilà, c'est complètement dingue. Et quelle chance, en fait, Donc, du coup, cette chance-là, je voulais pas la laisser passer. Donc, j'ai capté tous les moments. J'ai été peut-être trop, je dirais, exigeante sur tout, puisque je voulais profiter de tout, à tous les moments, tous les instants. C'est moi qui ai payé le tribut de ça, hein, parce que c'était contre moi, quelque part. J'ai pas fait attention à moi. Mais, je voulais rien louper.
Je savais que ça allait être unique dans ma vie. Ça. Et ça l'est encore. Et ça l'est encore. Et ça le sera. J'aurai pas d'autres enfants, je veux dire. Donc, ouais. Eh bien, la naissance. La naissance, ouais, c'était un gros truc. Ouais. Je te propose qu'on fasse un saut. Et ben du coup 10 ans plus tard, au moment où on te met en ménopause artificielle. Finalement, c'était à 47 ans. Il y a certaines personnes qui arrivent en ménopause naturelle à 47 ans. Exactement. Est-ce que tu étais préparée à ce que c'était la ménopause? Est-ce que... Donc, pas du tout, ok. Non, alors autant on m'avait préparée au niveau des règles. Donc je parle toujours de ma tante, de ma mère, de ma grand-mère, etc. Autant au niveau de la ménopause, alors j'avais ni son, ni image, ni mot, ni odeur, ni que dalle. Tu savais juste qu'un jour tes règles s'arrêteraient. Oui, je savais ça et c'est marrant parce que je me suis posé la question, comment je savais qu'elle s'arrêterait? J'avais lié ça à l'horloge biologique. Ok, c'est l'horloge biologique. C'était pas lié à la ménopause. Donc, le fait que mes règles s'arrêtent, c'était plutôt angoissant au cas où je n'ai pas eu l'enfant sur le laps de temps imparti. Okay. C'était ça l'histoire. Oui, et après, il y a, entre guillemets, rien, quoi. Rien. Ouais. Quand je te dis rien, c'est rien. Ouais. Mais rien. Et en fait. Donc, en fait, je me retrouve avec cette piqûre de ménopause artificielle, là, qui m'envoie pareil au bout de 15 jours avec des effets indésirables, mais apocalyptiques. Et là, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et la ménopause? Parce que bon, je savais bien, oui, la ménopause, ça avait l'air d'être un sujet. Donc, je commence à regarder sur Internet, c'est quoi ce BINS? Et là, je me retrouve dans un univers hyper médicalisé, hyper symptomatologisé, hyper flippant aussi, hein, quand même, mine de rien. Et j'avais l'impression de passer du côté des spectres, quoi. C'était bienvenue dans le champ des gothiques. C'est un peu thriller, quoi, tu vois, de Michael Jackson. Hein. Ouais, de l'autre côté, quoi. Il y a rien de très solaire, joyeux, souriant. Tu vois, c'est là, t'es pas dans le féminin, là. Hein. D'un coup, c'est plus glamour, c'est plus fraîche, c'est pas contemporain du tout. Tu vois, c'est le truc, tu passes vraiment du côté de l'invisibilité, de la mort. Là, pour le profiter, parce que c'est fini, en gros. En gros, ouais, parce que, et si t'as pas eu le temps de profiter, ma pauvre, putain, parce que là, ça y est, c'est pour le reste de tes jours et c'est terminé. Et là, j'ai dit, ok, mais c'est quoi ce truc? Donc, toi, t'avais quoi comme symptômes? Alors, j'ai eu, comme ça a été vraiment la piqûre. Alors, j'ai eu le même effet. C'est assez drôle maintenant quand on en parle. Quelque part que le HELP syndrome, le truc de l'urgence, puisque finalement, en 15 jours, même pas, les symptômes ont été très forts et installés tout de suite. Bon. Oui, il n'y a pas de progressivité comme quand ça s'installe naturellement. Non. Et ça, c'est ma vie, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est d'un coup, ça arrive tout, rien, et bim, et très, très fort, tu vois. Une vie assez, voilà. Et là, j'ai eu, alors, des douleurs articulaires et vraiment même au niveau du cœur, tu vois, j'avais l'impression que ça se contractait carrément. Je suis même allée voir le médecin parce que j'avais peur de faire une crise cardiaque. Donc, il m'a dit qu'il fallait absolument arrêter le traitement, d'ailleurs. Sécheresse vaginale, alors je te parle même pas du truc. C'était même pas fort. C'était que même en allant aux toilettes, je souffrais. Sécheresse de la peau, les yeux, enfin tout, tu vois. Et puis alors, j'étais recroquevillée comme une pauvre petite chose, avec une pauvre petite chose, tu vois. J'avais envie de pleurer tout le temps. J'étais pas bien, extrêmement fatiguée, mais vraiment pas bien. Tu vois, pas bien. C'était pas les sautes d'humeur comme ça. C'était vraiment refermé. Refermé. Tout se refermait. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Autant j'avais été ouvert, autant là, c'était fini, quoi. Et là, j'ai commencé à me dire... Les gens m'avaient pas prévenu. Ça, c'est sympa. On va vous mettre un traitement, point. Alors, non, mais là, j'ai rien à dire parce que, honnêtement, c'est moi qui n'ai pas posé de questions. Tu vois, le gynécologue, il m'a dit qu'il était adorable, franchement. J'ai rien à dire. Il m'a dit, bon, de toute façon, on va vous placer en ménopause artificielle et puis le temps que vos règles s'arrêtent, on va vous placer comme ça jusqu'au bout pour éviter l'hystérectomie. Donc il y en a pour 2-3 ans et puis ça y est, ça finit. Mais pour lui, c'était un duc, évidemment. À 50 ans, j'allais être ménopausée, c'était voilà, terminé. Sauf que moi, dans ma tête, je voyais pas du tout de quoi il parlait. Mais je me suis, ok, il emploie ça. Je me suis dit, il sait de quoi il parle. Ce n'est qu'une piqûre. Moi, je lui ai pas dit, ok, mais est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Comment ça peut se passer? Qu'est-ce que, alors, tu vois? C'est pas pour le pointer du doigt parce que faut savoir quand on est professionnel de santé, on n'a pas tellement à pointer du doigt ce que les autres font ou ne font pas. Et encore une fois, j'étais pas dans le cabinet. Enfin bref, c'est simple à dire. Mais il y a beaucoup de patients qui disent en même temps, j'ai pas posé de questions. En vrai, quand tu prescris un traitement, tu donnes les effets attendus, les effets secondaires possibles, les effets indésirables. Enfin, en fait, tu donnes quand même une information autant complète que claire. Non, mais après, il est des canons, parce que je sais que je lui ai envoyé des mails parce que ça allait pas.
il m'a dit, OK, tout de suite, on se revoit. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un mec bien. Non, c'était vraiment un mec bien. Donc, j'ai pas... Parce que je sais qu'à chaque fois... Pour moi, un professionnel qui ne donne pas à une patiente une fois une information n'est pas forcément un professionnel pas bien, parce que déjà, si ça se trouve, il a donné toutes ces informations à la patiente d'avant. Ça, c'est possible. Voilà, donc jamais la personne, je n'ai pas... Non, mais je veux dire, souvent, les personnes me disent, oh là, ton gynéco, je dis, mais en fait, le gynéco, non, c'est aussi moi qui voulais absolument me sortir de cette histoire de saignement intempestif. Je suis à mon compte, je pouvais pas m'arrêter. Donc, il a essayé de gérer la situation en fonction de ce qui se passait pour moi. C'est là où je dis, il a fait en fonction de moi. Et il était plutôt très, très chouette, quoi. Vraiment. Donc, et du coup, tu as arrêté ce traitement? Ah bah, il n'est même pas question de le reprendre parce que de toute façon, ça n'avait pas marché. Au bout de même pas un mois, je recommençais. Ah oui, comme tu dis, les histoires il faut que je m'interroge, je vais peut-être aller voir un psy en sortant pour savoir, OK, que dit le corps? Est-ce que ça continuait, quoi? Bon, là, il me dit, bon, bah, écoutez, on n'a pas d'autre choix, là, c'est l'hystérectomie. Donc, on se met en place en hystérectomie au moment des grandes vacances. Et là, tu te dis quoi ça te fait quoi de te dire, je vais avoir une hystérectomie? Alors, rien. C'est ça qui était dingue parce que je me suis dit, moi, je suis assez marrante avec mon corps, mais je me suis dit, bon, bah, il y a un organe qui va partir et ça va laisser la place pour les autres. Donc, globalement, c'est un peu comme le coup des dents. Tu sais, quand tu perds on enlève une dent, les autres, elles reprennent leur chemin. Donc, je me suis dit, globalement, mon utérus avait servi, m'avait donné un enfant. Pour moi, c'était juste ça. Je me suis pas dit, OK, je perds la matrice, ça y est, c'est la catastrophe nucléaire. Donc, j'avais pas de choc, si c'est que je me disais, c'est un peu comme l'appendicite, enfin, globalement, rien. Et surtout, si ça m'aide à ne plus avoir ces saignements et être OK, voilà. Donc, je me prépare à l'hystérectomie. Et 10 jours avant l'hystérectomie, je me chope une bronchite asthmatiforme qui famille. Donc, j'étouffe complet. Donc là, impossible de m'opérer, c'est clair. Donc là, le médecin m'a dit, vous reposez pendant les vacances, on verra bien ce qui se passe. Au retour des vacances, cycle normal. Et du coup, pas d'hystérectomie. Bah non. Et du coup, t'as 48, j'arrive à peu près à 48, enfin 47, je vais avoir bientôt 48. Et là, donc, il m'a dit, OK, il y en a pour à peu près 2-3 ans avant d'avoir la ménopause. Donc je me dis, bon, je vais vivre, rien n'a bougé, j'ai toujours autant mal au ventre et tout. Et je ne saigne plus, donc ça, c'est canon. Et là, est-ce que, du coup, donc tu te retrouves à cheminer vers la ménopause? Qu'est-ce que tu connaissais de la ménopause? Rien. La ménopause qui arrive naturellement. Mais que dalle, rien. Parce que de toute façon, ma mère et ma grand-mère, enfin, j'avais rien vu de ce côté-là. Vu qu'elles avaient déjà eu des hystérectomies, elles aussi, donc moi, j'avais aucune transmission. Si, je voyais évidemment un peu. Au début, non, c'était rien. C'est vraiment le grand blanc, si ce n'est ce que j'ai trouvé sur les internets. Ouais. Et tu trouvais quoi? Que du symptôme, que la bouffée de chaleur, comment gérer la bouffée de chaleur, le syndrome génito-urinaire, les problèmes de troubles cognitifs, tout ce qui est des psychiques, etc. Enfin voilà, tous ces symptômes. J'ai trouvé que le symptôme. Et la ménopause, c'est du symptôme. Et selon toi, la ménopause, ce n'est pas que des symptômes. Voilà. Donc moi, je me dis, OK, alors en fait, il y a un truc que je comprends pas. Si la ménopause est que du symptôme, compte tenu déjà de ce que j'avais vécu sur le corps, à savoir que j'avais aussi vécu des choses à l'extérieur, pas que des choses internes, une sécheresse, etc., aussi un repli, une perception, j'ai compris tout de suite que c'était et psychique, donc et psychologique aussi, et physiologique. Donc ça, déjà, j'avais compris. J'ai scindé des choses comme ça. Ensuite, je me suis dit, visiblement, si tu as aussi une physionomie qui change, etc., donc c'est qu'elle est aussi visible. Donc, elle est in et out. Et après, pour moi, elle était around aussi, parce qu'à partir du moment où les gens posaient une image sur cette ménopause et que dans la société, tu commençais à passer dans la tête des gens à autre chose, elle était multidimensionnelle, en fait. Donc, elle n'était pas du tout ce que l'on racontait. Après, il y a aussi eu ce choc de voir qu'elle a toujours été abordée sous un prisme uniquement médical, pas féminin du tout. Là, d'un coup, tu devenais un corps qui devait être médicalisé uniquement. Et là, je me suis dit, merde, alors en fait, ça va être comme ça toute ma vie, déjà, un. De deux, suis-je une personne malade? Là, moi, j'ai pas l'impression d'être une personne malade. En trois, je ne suis plus une femme, puisque là, je deviens limite une grand-mère sage, éthérée. Bon, alors là, je suis habillée de blanc, donc voilà, mais parce que j'adore, mais sans couleur, genre waouh. Ouais, mais c'est vrai que ça interroge vraiment la question de qu'est-ce qu'une femme, et c'est pour ça que au début, je te demandais quand t'étais enfant, qu'est-ce que c'était
c'était pour toi d'être une femme? Parce que, je te demandais, est-ce que avoir ces règles, ça voulait dire être une femme? Et c'est une vraie question, et en fait, ça interroge, je trouve que la ménopause, ça interroge aussi toute la question du genre qu'on se pose de plus en plus en ce moment. Qu'est-ce qu'une femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui a ses règles? Est-ce que ça veut dire que du coup, quand t'es ménopausée, tu n'es plus une femme? En fait, je trouve que ça interroge énormément de choses, alors que la ménopause, t'as vraiment cette sensation que c'est la fin de la féminité, la fin, t'es invisibilisée. Au-delà de la ménopause, ça s'associe aussi à un âge, voilà, la ménopause, 50 ans, il y a pas beaucoup de représentation du tout, et donc t'es invisibilisée, plus une femme, qui es-tu, que fais-tu? Alors, c'est pas, il y a plein de trucs. Pas du rêve, alors que 50 ans, potentiellement, t'es qu'à la moitié de ta vie. De ta vie. D'abord, t'es super jeune, t'as encore plein de choses à faire. Moi, j'avais l'impression que dans ma vie, j'entrais seulement, je commençais seulement à déguster la première bouchée du plat de résistance. Donc, je me suis dit, mais attends, les mecs, ils sont en train de m'arrêter alors que j'ai à peine commencé les appetizers et, enfin, tu vois, je commence à donner, vraiment ce que j'ai à donner, je commence à me sentir powerful et d'un coup, on m'arrête, je comprends pas. Parce qu'associé à ça aussi, il y a tout ce qui se passe au niveau du travail. Parce que, t'as le coup près à tous les niveaux, en fait. Donc, du coup, il y a eu ça. Il y a eu un moment donné, effectivement, quand tu me posais la question, quand j'étais enfant, ce qu'avait été pour moi, est-ce que la féminité était associée aux règles? J'ai un souvenir qui me revient, qui est que quand j'étais avec mon amie d'enfance, donc Karine, on avait 5 ans, en fait, c'était pas la poupée, notre représentation de la maternité, c'était piquer les affaires de nos mères. Donc, en fait, on prenait les chaussures à talons, on se maquillait, on se parfumait. La petite robe. Voilà. Alors, les robes, non, parce qu'on était petites. Donc, du coup, c'était plutôt piquer les chaussures à talons, le maquillage, le rouge à lèvres et le parfum. Et on devenait femme. Donc, en fait, tu deviens femme parce que tu rentres dans ce que c'est physiquement une femme pour la société. Voilà. C'est après que sont arrivées vraiment la représentation du bébé, etc. Et au début, c'était physiquement être une femme. Alors, est-ce que tu vas imaginer qu'à partir du moment où t'arrives à la ménopause, on va te retirer les talons, le parfum, le rouge à lèvres, la séduction, en fait? Est-ce que c'est ça l'histoire? Ouais, et est-ce que, comment dire, en fait, au-delà même d'être une femme, je trouve que, en fait, moi, j'avoue que je suis passionnée par ces questions de genre parce que on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de femmes parce que c'est un bloc de la société qui, clairement, est une minorité et n'est aidé en rien. Donc, oui, il y a des femmes, il y a des catégories femmes, bien évidemment. Et je pense que si on était moins attaché au genre, si on était moins attaché au genre, et ben, forcément, il y aurait moins de disparités. Et j'ai envie de dire, en fait, si être une femme, c'est juste, est-ce que c'est quoi? C'est s'habiller comme une femme, se sentir femme? Ou est-ce qu'au final, avant d'être une femme, t'es juste, Sophie? Et c'est pour ça que, même si au début du podcast, je te demande ton pronom, c'est juste pour qu'on sache comment tu te situes, mais c'est aussi pour laisser le champ des possibles. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas de te présenter en disant, bah voilà, je reçois Sophie, on va parler de ménopause, etc. C'est de dire, voilà, je reçois Sophie et, en fait, qui es-tu? Quels sont les mots qui te qualifient? Parce que je trouve que ça en apprend plus sur toi et on apprend au fur et à mesure de la conversation à découvrir ton cheminement et que oui, en fait, aujourd'hui, t'as 54 ans et que oui, tu es ménopausée, mais avant ça, en fait. Enfin, et je trouve que c'est ça, en fait, que je trouve intéressant en parlant du cycle et qui plus est avec la ménopause, t'as l'impression que c'est la fin. Et non, comme tu dis, en fait, c'est la fin, c'est drôle parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions au moment de l'hystérectomie. J'ai dû l'annoncer à mes clients et je sais qu'il y en avait une qui était carrément en empathie totale, quoi. Genre, oh là là, mon Dieu, le deuil. On t'enlève l'utérus, c'est le deuil. Mais est-ce que je ne suis qualifiée que par mon utérus, en fait? Enfin, pour moi, c'est un organe. C'est pas un deuil. Enfin, c'est pas toi, c'est une part, c'est un organe de toi. On n'enlève pas le cœur, on n'enlève pas le cœur, je veux dire. Le cœur, ça serait tragique. Enfin, plutôt, oui. Je veux dire, voilà, quoi. Ça serait plutôt tragique. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est un organe qui donne la vie, qui permet de donner la vie, mais c'est pas un organe vital. Enfin, oui. Enfin, non, mais oui. Tu vois, voilà, aussi basiquement que cela. Tout à fait. Si j'avais pas du tout voulu d'enfant, c'est un organe qui m'aurait pas servi de toute façon. Bien sûr. Et là, je me dis, de toute façon, c'est pareil, c'est un organe qui me servira plus, quelque part. Donc, limite, laisser de la place aux autres pour qu'ils mènent leur vie, c'était pas dramatique. Et voilà. Et c'est vrai que c'est là où tu te rends compte de la symbolique du truc, et la symbolique de cette porte qui se ferme.
du deuil difficile et de la difficulté de projection vers l'après. Et c'est là où tu t'es beaucoup interrogée, du coup, sur tout ça. Là, j'ai commencé à écrire. J'ai pas fini d'écrire, hein. Là, j'ai pas du tout fini d'écrire. Parce que, au fur et à mesure de la question du cycle, la question justement de qu'est-ce qu'être une femme, il y a beaucoup de questions ici. Moi, sur la question du changement de physionomie, la question de la peur de prendre du poids, la peur de prendre du ventre, la peur de te masculiniser aussi quelque part, parce que voilà, le jeu des hormones fait que voilà, donc de perdre aussi ce féminin, ce fameux glamour, ce fameux galbe, etc. Je me pose pas mal de questions là-dessus. Est-ce que je me suis définie, bon, alors déjà je suis ronde, donc je me suis pas définie par le super galbe, soyons clairs, mais est-ce que ça a été ça aussi, mon rôle dans la société? Ne suis-je qu'un objet de désir? Enfin, qu'est-ce que j'ai dû donner? Qu'est-ce que j'ai envie de donner maintenant? Est-ce que c'est autant une fatalité? Par exemple, la prise de poids apparaît aussi dans la liste des symptômes. Enfin, tu vois, moi, ça interroge beaucoup de choses. C'est hyper, mais ouais, en fait, comme on décrit, mais même, tu vois, quand il y a des artistes qui font des choses incroyables, on va quand même toujours commenter leur tenue et regarder comme c'est incroyable, comme Beyoncé est habillée pour le Super Bowl. Mais du coup, si elle n'est qu'un physique, effectivement, à partir du moment où tu ne réponds plus à certains codes, en fait, qui es-tu, vu que tu n'es qu'un physique? Si tu n'es plus un physique. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'enjeux. Et en fait, qui sont tellement ancrés en nous qu'on peut pas faire semblant que ça ne nous touche pas. Non, alors moi, c'est vrai que entre guillemets, j'ai toujours eu un physique hors norme, en ce sens où déjà je suis ronde, ensuite je suis ronde. Donc du coup, quelque part, je pense que ça m'avantage aujourd'hui, puisque comme je suis pas rentrée dans la norme, ça me permet d'avoir, je dirais, une anticonformiste à ce sujet-là, et d'interroger vraiment la fonction. Mais là, je me dis, sur la féminité, déjà, moi, je me sens continuer complètement à 100% être femme. Il n'y a rien qui change, et je me sentirais peut-être même beaucoup plus forte maintenant, à être pas séductrice, mais à être vraiment dans la force de ma féminité. Bien plus qu'avant, puisque là, je deviens vraiment sujet de moi-même. Là, le fait de fermer une porte, quelque part, me permet d'ouvrir une porte tellement plus puissante, hein, que, en fait, ouais, c'est beaucoup plus beau. J'ai l'impression d'être plus gâtée, quelque part, aujourd'hui, en ayant déjà eu, en plus, le recul, et en me disant, j'ai accompli finalement ce que je voulais. J'ai quand même, malgré tous les soubresauts, voilà, j'ai réussi. Maintenant, je suis déjà libérée de ces fonctions-là, et libérée des règles. Donc, libérée du cycle qui se répète, qui me fait mal, qui fatigue, qui, voilà. C'est un soulagement aussi. C'est un soulagement. Donc, maintenant, j'ai plus à m'occuper que de moi, là, aujourd'hui. C'est assez merveilleux, quand même. En t'écoutant, je me disais finalement, est-ce que ce que tu décris, c'est pas juste la maturité, mais en fait, automatiquement, comme les personnes qui ont des cycles, en fait, ça t'oblige à te poser des questions, parce que comme tu dis, il y a un moment donné, en tout cas pour la vie hormonale, il y a de la vie hormonale cyclique. Et donc, en fait, ça t'oblige malgré toi à te poser des questions, que c'est vrai que si tu nais en tant que homme, comme on identifie homme, bah, t'as moins un moment donné comme ça dans ta vie où tu te dis, waouh, je passe un cap, je me réinterroge, et les cycles, c'est vrai que ça nous oblige à nous poser des questions et à nous regarder, et ça peut être aussi finalement très enrichissant. Ça peut être très fatigant, oui, ça peut être enrichissant si tu connais ton cycle. Je suis entièrement d'accord avec toi, d'où l'importance de le connaître. Moi, je maîtrisais pas mon corps. Là, maintenant, je me dis, justement, comme on est en train de te blinder de possibilités de symptômes au moment de la ménopause, c'est le moment d'apprendre à connaître ton corps. C'est ça qui est génial, c'est que ça m'a ouvert une voie de me dire, oui, alors en fait, tout ce qu'on m'a toujours expliqué, comme quoi, effectivement, je devais faire attention à ci, à ça, tu sais, toujours cette balance bénéfice-risque que tu comprends pas et que tu prends de manière punitive plutôt. Je me dis non, en fait, c'est pas une punition, c'est une opportunité. Et une opportunité de vraiment apprendre à se connaître, à explorer, à être vraiment en résonance avec ton corps. J'ai quand même envie de te demander si tu as eu beaucoup de symptômes dans cette ménopause qui arrive naturellement. Non, naturellement, à côté de l'autre, j'ai envie de te dire, c'est du petit lait. Non, ce que j'ai eu, alors j'ai pas de bouffée de chaleur, donc c'est bonheur, un peu de sueur nocturne, mais pas très grave, parce que c'est juste, tu vois, j'ai des gouttes qui perlent ici, pas plus.
En revanche, ouais, grande fatigue, des douleurs articulaires, oui. Au niveau de la mémoire, enfin, des grandes fatigues, grandes fatigues. Parfois des périodes vraiment de fatigue d'âme, quoi, de ne pas savoir comment me repérer vraiment. Ouais. Et comment dire, tu les vis comment? Et la sécheresse, évidemment. Alors moins vaginale parce que j'ai appris mais la peau qui a changé, ouais, et puis la physionomie qui change aussi. Et tu le vis en disant bon bah ok, c'est comme ça, c'est accepté, j'ai des petits tips pour que ça fonctionne bien. Comment plutôt des petits tips, ouais. Je suis plutôt en mode maintenant j'écoute, j'observe et je cherche. Et qu'est-ce que tu as trouvé qui fonctionne pour toi? Déjà, j'ai compris que le sommeil était essentiel. C'est la première chose. Donc, je cherche par tous les moyens à essayer de calmer mon sommeil parce que je suis de base une insomniaque. Là, c'est l'enfer total. Donc, c'est vraiment le premier truc. Marcher, bouger, super important. Le cadeau que j'ai eu, c'est pas encore tout à fait visible, mais peut-être que dans quelques mois, ça le sera, j'en sais rien. Mais au niveau de l'alimentation, grande balle de combat. Puisqu'il y a plein de choses que je ne digère plus. Et alors, moi qui n'allais jamais vers les légumes, là, je ne rêve que de légumes. Donc, je me dis, tout ce que j'aurais dû faire toute ma vie est en train d'arriver là maintenant. Pourquoi c'est pas arrivé comme ça quand j'avais 20 ans? Je ne comprends pas. Mais là, je suis en train de tout remettre en écoutant mon corps et en écoutant mes besoins, tout simplement. J'ai l'impression que le squelette, enfin, je sais pas, mais le corps a envie d'aller vers quelque chose de plus léger. En fait, j'écoute et c'est ça qui est génial. Je trouve ça incroyable parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on demande aux personnes, franchement, presque peu importe ce par quoi la personne passe qui donne des symptômes, que ce soit quelqu'un qui a une pathologie, quelqu'un qui a un moment précis de sa vie, quelqu'un qui est, je sais pas, juste dans une fatigue liée au boulot, enfin, tu vois, peu importe. En réalité, quand tu demandes, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça aille mieux, les conseils sont toujours les mêmes. Et c'est fou parce que souvent sur Internet, les gens cherchent des méthodes miracles, tu vois, 3 trucs pour vivre super bien votre ménopause. Mais en fait, on oublie que ça reste assez miraculeux de se dire, en fait, juste dors, bois de l'eau, mange équilibré, plein de légumes, etc. Presque ne fais que ça. Et franchement, tu verras, ça passera. Et ouais, c'est fou. Et du coup, j'imagine qu'écrire, ça t'a aussi permis de... Beaucoup. Je dirais me poser, méditer, enfin... Oui, prendre le temps d'écouter, je dirais plutôt... Après, je me disais au niveau de la ménopause qui est bruyante, vraiment, tu vois, qui a encore beaucoup de symptômes. Je pense que ce qui est au cœur, c'est vraiment le mouvement. Moi qui n'ai jamais été vraiment dans le mouvement et qui ai toujours été élevée pour être dans le cérébral, là, je suis en train d'appréhender le mouvement. De te connecter à ton corps. Bah, c'est ça, en fait. Le cadeau, il est là. Non, mais moi, je vois que des bénéfices à l'histoire. Et franchement. C'est très bien. Ça semble incroyable. C'est pas faux du tout, hein. Ce que je dis là, ce que je suis en train de découvrir, la porte que je suis en train d'ouvrir, je me dis, mais, je suis en train même de revoir tout mon emploi du temps pour découvrir ça d'une manière, pas pour rentrer dans des cases pour être ferme, tonique. Non, j'entends. Non. C'est pour ta santé, quoi. Pour moi. Ouais. Et là, je me dis, waouh, là, c'est pas dans le dépassement, t'es pas dans la performance, t'es dans le je suis là pour moi, c'est le rendez-vous pour toi. Et ça, pourquoi? Parce que pour la première fois aussi, j'ai ouvert la porte de la longévité. Je me dis, j'ai envie de... Tu dis, il nous reste encore pas mal d'années à vivre, mais si on prend pas soin de nous maintenant, j'avais pas envie de me retrouver dans 5 à 10 ans en étant complètement repliée sur moi-même, etc. Donc là, je sais que c'est vraiment ce moment-là. Le symptôme, il peut être pris aussi très positivement, c'est-à-dire que si tu l'as là, c'est comme une sorte d'alarme. Je parle de ça si tu as un symptôme léger, si ça pas un symptôme envahissant. C'est important de bien dire les choses, hein, parce que les femmes qui ont vraiment des symptômes qui sont très sévères, je me permettrai jamais de dire ça. Là, c'est vraiment dur. Et il y a des solutions, il faut vraiment qu'elles soient très accompagnées. Faut de toute façon consulter, hein. Faut s'écouter, faut consulter. Mais en tout cas, pour moi, le symptôme, c'est comme une forme d'alarme, pour me dire, ok, là, ça sonne un peu, va inspectorer. Donc du coup, là, je passe mon temps à faire que ça. Et bon, je dis pas que je referai médecine maintenant, quoi, mais là, je suis vraiment fascinée par le corps. Ouais, et puis... En fait, c'est fou parce que tu t'observes toi et puis tu transmets aussi. Tu transmets donc. Je m'observe moi et j'observe beaucoup les autres puisque les autres m'écrivent énormément maintenant avec mon compte Instagram et le livre, etc. Et du coup, en fait, j'observe tout de manière générale, de manière macro. Donc, je pense que je commence à avoir une très très bonne connaissance de ce qu'est la ménopause. Et que effectivement, j'avais raison. Ce n'est pas que physique, c'est aussi psychique.
c'est spirituel. Tu passes à une autre chose aussi. C'est une transformation. Donc, quel est le point commun entre les témoignages que tu reçois? Tu dirais que aujourd'hui, c'est quoi les grands points de similitude? Il y a beaucoup de chaque histoire individuelle. Beaucoup de femmes qui sont complètement perdues. Le problème de la consultation, de savoir être écoutée, de se comprendre et de savoir quoi faire avec tous ces symptômes. Tu veux dire, le problème de la consultation, c'est de trouver quelqu'un juste pour poser ses questions et pas se dire, je vais juste à un rendez-vous, on fait ma consultation gynéco-classique. Voilà, consultation gynéco-classique, où en général tu ressors, t'as juste l'ordonnance et tu sais pas ce qui t'arrive. T'as pouvoir aussi dire ce qui t'arrive et pouvoir avoir la bonne réponse qui te convainc et qui, voilà, t'accompagne. Beaucoup de traitements, beaucoup de questions sur le traitement naturel versus le traitement. Traitement ou naturel et traitement et naturel. Voilà, vers quel professionnel je dois aller, etc. Problème de sexo, beaucoup perte de libido, problème sur le corps, prise de poids, physionomie qui change, beaucoup perte de féminité. Est-ce que je continue de désirable ou pas? Au niveau du boulot, au niveau cognitif, enfin, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, énormément. Et je rebondis sur le point sexo. Est-ce que tu as des retours te disant ça va mieux? Je suis comme soulagée, j'ai plus de. Alors, j'ai des nanas qui, oui, j'ai des femmes qui disent, moi j'en fais partie, c'est la grosse libération. D'autres et qui disent aussi que du coup c'est encore mieux, quoi. C'est bien plus puissant et qu'elles s'éclatent comme des malades. Il y en a même qui se découvrent carrément, quoi, qui sont multi-orgasmiques. Enfin, c'est la folie pure parce que ça y est, ce poids-là est parti. Et d'autres, au contraire, qui sont vraies bêtes de libido. Mais ça, moi, j'associe ça aussi à, si tu multiplies les symptômes. Bah oui. Il y a un moment quand t'as pas dormi, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'espace pour que le désir naisse. Enfin, il y a un moment, faut quand même être, le simple fait d'avoir, une sécheresse intime et potentiellement des douleurs non écoutées, non prises en charge. Voilà. Je suis désolée, je tousse. Je t'en prie. Pardon, mais donc en fait, tout est possible. Tout est possible. Là aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, et on va bientôt clôturer là-dessus, peu importe leur âge, que ce soit celles qui approchent de la ménopause, celles qui sont peut-être le vivent moins bien, ou celles qui le vivent très bien, ils sont très contents d'avoir votre témoignage, celles qui en sont loin. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu les messages principaux que tu essaies de passer sur la ménopause? C'est une étape de la vie, c'est pas la fin de la vie déjà pour commencer, loin de là. C'est une étape et c'est une étape qu'il convient de bien accompagner, comme toute étape. La ménopause ne commence pas à la ménopause. Il y a une préménopause qui commence pour certaines 10 ans, 4 ans, 7 ans, 4 ans avant. C'est une transformation. C'est en ce sens où je dis que c'est une étape. Il faut comprendre cette étape, voilà. Le mieux on comprend ce passage, le mieux on peut s'accompagner aussi à tous les niveaux, y compris professionnels. Donc, ne pas avoir peur, ne pas poser le tabou, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Donc voilà. Ne pas rester dans le silence. Ça, c'est super important d'aller parler, que ce soit avec des proches ou avec des professionnels, mais ne pas rester dans le silence, quel que soit le souci. Et on parlait de sexo. Si jamais on sent un problème sexo, pourquoi pas aller voir un sexologue. Enfin, je veux dire, faut pas se retenir. On a beaucoup de professionnels qui peuvent nous accompagner. On a la chance de les avoir. Il y a des solutions qui existent, donc il faut la sortir de ce tabou. Comme je dis tout le temps, moi mon rêve c'est ce que je fais, c'est je la décorsette, voilà, je la réhabille. C'est une belle étape de vie, c'est une étape de transformation. Toutes les transformations sont des belles étapes. C'est vrai. Alors après, il y a autre chose qui est assez importante aussi, c'est que quand on referme une porte, forcément on se retourne sur son passé. Je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Se retourner sur son passé, c'est difficile. Parfois, il y a des choses qui sortent aussi, qui ne sont jamais sorties. Dans ces cas-là, vraiment, il faut se faire accompagner. Il faut surtout jamais rester seul. Il n'y a pas de secret, en fait. Je trouve que je suis sûre que ça va changer. Je pense que c'est vraiment ce que le Covid nous aura apporté, de se dire, en fait, il y a des experts de la santé mentale. Et en fait, parfois, le plus rapide, c'est pas de chercher plein de trucs sur Internet sur comment aller mieux et comment traverser telle et telle transformation. En fait, c'est juste d'être accompagné par des personnes qui sont compétentes, qui vont trouver les mots adaptés pour ce que la personne vit. Et
en fait, parfois, on a envie d'aller vite et c'est normal, mais en fait, ça va aussi plus vite d'aller consulter. Alors, il y a ça, il y a l'histoire du deuil. Parce que quand tu fermes cette porte, c'est un deuil que tu dois faire, que tu fais. C'est pas tu dois, c'est de toute façon, c'est là que tu le fais. Donc, du coup, c'est accepter cette notion de deuil, de passage, avec tout ce que ça englobe. Il y a souvent des choses douloureuses qui remontent. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça permet de nettoyer le champ pour avancer. Plus léger. Ouais. Donc, et s'il y a vraiment des gros regrets, des gros remords, il y a toujours capacité de reconstruire autre chose. Ce sera pas forcément ce qu'on a voulu, mais la vie, elle est incroyable. On sait pas ce qu'elle va nous réserver demain. Donc, voilà. Ça, je le dis aussi parce que je reçois pas mal de messages et moi-même, je passe par des périodes pas forcément évidentes. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Là, d'un coup, t'as pris tellement de hauteur que tu n'es plus cette petite fille. Tu n'es plus cette adolescente. Tu n'es même plus cette jeune femme. Là, tu es là. Tu as été toute celle-là et il faut les prendre avec beaucoup d'amour parce que c'est nous, c'est elle, c'est nous, quoi. Donc, enfin, voilà, c'est toutes ces personnes qui ont été successivement nos vies, c'est nous. Et quoi qu'il arrive, ce que j'ai remarqué sur chacune des femmes qui m'écrivent, il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, on est tous des warriors. Quel que soit, quel que soit notre parcours, on est toutes des warriors. Donc, soyons bienveillantes, quoi. Carrément. Et sœurs aussi, pour terminer. Oh oui. Voilà. C'est super beau. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir davantage. En réalité, j'ai pas plus approfondi le côté pro, mais c'est un vrai sujet. On en parlera une prochaine fois. Idem la partie sexo, mais je pense que là déjà, on a déjà balayé beaucoup de choses et je te remercie beaucoup, Sophie, pour ton témoignage, ton partage, ta douceur. Je pense que les gens ont pu entendre ton sourire, en nous écoutant pour les personnes qui ne nous regardent pas. Si on a envie de te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram. Donc, c'est ménopause.stories. Il y a ton livre également. Ménopause et libre aux éditions Marabout. Qu'on peut retrouver partout. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? C'est plus ton témoignage, c'est des conseils? Ça commence par mon témoignage au début, donc c'est plutôt universel. Enfin, je disais c'est unique, mais universel. J'ai interrogé vraiment plusieurs étapes de ma vie jusqu'au moment de la ménopause, donc le moment de ma naissance qui était aussi un peu fugace, jusqu'au moment où j'arrive en ménopause. Et puis ensuite, j'ai vraiment interrogé la ménopause. Je l'ai interrogée vraiment sous le mode déconstruction, construction de l'imaginaire. Je me suis posé la question à savoir, le mot ménopause, il existe depuis quand? En fait, j'ai commencé à me poser pas mal de questions en allant sur Internet. Et je me suis rendu compte que le mot ménopause était relativement récent puisqu'il n'a que 200 ans. Et voilà. Et qu'il est sorti sous la plume d'un médecin qui s'appelle Charles de Gardanne. Donc, je suis allée à la rencontre de ce médecin, si je puis dire, que j'ai fait mon copain, pour aller explorer un peu tout ce qu'il avait vu sur la ménopause. Et au fur et à mesure du livre, je l'ai mis en parallèle, en miroir avec la période d'aujourd'hui pour voir, qu'est-ce qu'il dit lui et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je me suis bien marrée, je dois dire, en l'écrivant. Parfois, j'ai un peu bondi, mais j'ai pas fini encore cette recherche-là. Mais j'ai passé des moments extraordinaires et ça m'a permis de prouver, en effet, que la ménopause était multidimensionnelle. Et quand il y a des tips dedans, parce que... Oui, j'imagine. Enfin, je veux dire, c'est 9 chapitres. Après, j'ai fait 9 chapitres qui abordent aussi bien la sexo que la psycho, que la partie gynéco, que la partie art, la partie beauté, la partie pro. Donc voilà. Très bien. Au final, quand tu dis que ce mot n'a que 200 ans, je me dis, en même temps, c'était quoi l'espérance de vie il y a 200 ans? Non, alors faut pas croire, il y a les femmes vivaient. Déjà, pour qu'elles puissent créer ce mot-là, la ménopause, elle existe depuis le démarrage. De toute façon, c'est connu, mais avant, ça s'appelait la fin du sang. Il y avait des mots terribles. Ok, ça marche. Non, avant, c'était la fin des menstrues, l'hiver des femmes, l'enfer des femmes. C'était horrible et c'est pour ça qu'il a créé ce mot-là. Ok, d'accord. Sinon, il y aurait pas eu. Et il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est que l'insuffisance ovarienne prématurée existait à l'époque aussi. Et il en parle. Donc, faut pas... Voilà aussi ce que j'ai appris sur la ménopause. On place la ménopause tout le temps, et bien sûr, sur l'âge médian, 51 ans. Mais attention, la ménopause, elle a pas d'âge. Oui, c'est sûr qu'elle peut être... C'est sûr que là, je parlais de l'âge médian, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était aussi, au final, quand tu as la chance de rencontrer la ménopause,
c'est que, rien, tu as vécu jusque cette mais je n'arrête pas de le dire, c'est une chance. C'était là où je voulais venir, c'est qu'en fait, c'est une chance. À l'époque où l'espérance de vie, bon, c'était il y a plus de 200 ans, où l'espérance de vie était de 30 ans, c'est sûr que... Non, crois pas ça. C'est vrai. Justement, en plus, sur ce 19e siècle, il faut que j'aille te montrer dans le livre. J'ai lu ça avec Michel Perrault. En fait, c'était aussi un siècle extrêmement intéressant, qui est exactement comme le nôtre. C'est le vrai miroir, puisqu'avec la révolution industrielle, etc., eux aussi, ils ont connu une espérance de vie qui s'est énormément allongée. Donc, non, les femmes vivaient plus longtemps qu'on ne le pense. Ouais. C'était pas comme un Cro-Magnon, enfin voilà quoi. Oui. Il y a eu des progrès en médecine, voilà, et les femmes, oui, vivaient plus longtemps. Trop bien. Ouais. Donc voilà, donc pour être ménopausée, il faut vivre longtemps, en général. En général, voilà, donc, et puis voilà, on a les moyens aujourd'hui de... C'est tout un champ, c'est ouvrir le champ de la ménopause, c'est interroger, voilà, c'est la vision pour moi. J'ai commencé par écrire sur la vision. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour ton partage. J'espère que tu as passé un bon moment. Je me suis amusée, j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec toi. Je te remercie beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Et je mettrai tous les liens pour te retrouver sous la barre de la vidéo YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube, ou de la description du podcast. Je te remercie beaucoup, Sophie. À bientôt.